Quel est l'impact d'une hausse de la masse monétaire? Nous disposons désormais de toutes les pièces du puzzle pour répondre à cette question. Premièrement, nous venons de voir qu'une augmentation de la masse monétaire diminuait le taux d'intérêt nominal. Mais souvenez-vous, à court terme, les prix sont rigides et donc l'inflation l'est également. La baisse du taux d'intérêt nominal diminue donc mécaniquement le taux d'intérêt réel. Cela augmente la demande de consommation des ménages ainsi que la demande d'investissement des entreprises. Face à une hausse de la demande, les entreprises répondent en produisant davantage. En résumé, une hausse de la masse monétaire stimule l'activité économique. A l'inverse, et selon le même mécanisme, une diminution de la masse monétaire réduit l'activité économique. Quelle est la politique monétaire optimale? Lorsque les prix sont parfaitement flexibles, tous les marchés sont à l'équilibre. On peut donc considérer que le niveau de la production est efficace. Il s'agit du niveau naturel de la production. Soulignons qu'on ne veut évidemment pas que la production soit inférieure à ce niveau naturel, car en ce cas, l'économie est déprimée. Mais on ne veut pas non plus que la production soit supérieure au niveau naturel, car dans cette situation, les travailleurs travaillent plus qu'ils ne le souhaiteraient, ce qui va finir par se traduire par des pressions inflationnistes. Lorsque la demande agrégée est inférieure au niveau naturel de la production, l'économie est déprimée. Malgré la rigidité des prix, l'inflation va avoir tendance à progressivement diminuer au cours du temps. Par ailleurs, et indépendamment de cela, la Banque centrale doit baisser son taux d'intérêt afin de stimuler la demande. A l'inverse, lorsque la demande agrégée est supérieure au niveau naturel de la production, l'économie est en surchauffe. L'inflation a tendance à augmenter, tandis que la Banque centrale doit augmenter son taux d'intérêt afin de freiner l'activité économique. Le niveau naturel de production est difficilement observable. Comment peut-on donc savoir si la demande agrégée est trop forte ou trop faible? Eh bien, il suffit de regarder l'inflation. Comme nous venons de le voir, si l'inflation a tendance à accélérer, c'est que la demande est trop forte. Si elle a tendance à décélérer, c'est qu'elle est trop faible. La politique monétaire optimale consiste donc pour la Banque centrale à cibler un taux d'inflation constant. Dès lors que l'inflation descend au-dessous de cette cible, la demande est insuffisante et l'économie commence à déprimer. La Banque centrale doit donc diminuer le taux d'intérêt afin de stimuler l'activité économique. A l'inverse, dès que l'inflation augmente au-dessus de la cible, la demande est trop vigoureuse, l'économie est en surchauffe et la Banque centrale doit réagir en augmentant le taux d'intérêt. Cette idée paraît simple, mais ce n'est que depuis le début des années 80 que ces mécanismes sont bien compris et que cette manière d'agir est au cœur de la conduite des politiques monétaires. À ce jour, les principales banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre ou encore la Banque du Japon, sont indépendantes du gouvernement, mais ont pour mandat de cibler une inflation de 2%. Chaque mois, elles déterminent leur taux d'intérêt nominal de manière à atteindre cette cible. Comme nous pouvons le voir sur ces graphiques, la mise en place de cette politique monétaire au début des années 80 a permis une stabilité macroéconomique sans précédent. Depuis, les récessions étaient peu nombreuses et de courte durée, l'inflation était toujours proche de sa cible de 2%, tandis que le chômage était faible et peu volatile. Cet épisode de l'histoire de la macroéconomie américaine s'est appelé la Grande Modération. L'ironie du sort est que la Grande Modération s'est terminée en 2008 par la pire crise économique et financière depuis près de 80 ans. Pourquoi la crise a-t-elle été aussi durable? Revenons en 2008. Lorsque la crise est arrivée, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a immédiatement baissé son taux d'intérêt nominal afin de relancer l'activité économique. Elle a été à fond les manettes. Le taux d'intérêt nominal, qui était initialement de 5%, a été baissé jusqu'à 0%. Alors, 0%, ça paraît faible, mais au regard de l'ampleur sans précédent de cette crise, ce n'était pas suffisamment faible. La preuve en est que malgré cette intervention, l'inflation a durablement diminué en dessous de sa cible de 2%. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la Banque centrale n'a pas baissé son taux d'intérêt davantage, à -1, -2 ou -3%? Eh bien la réponse, la voici. Voici un actif financier qui rapporte 0%. Personne n'est donc prêt à investir dans une obligation qui rapporte moins que 0%.
on préfère mettre son argent sous son matelas. C'est ce qu'on appelle la borne à 0%, le Zero Lower Bound. Nous avons vu la semaine dernière que la clé de la crise financière était l'effet de levier. Eh bien, la clé de la crise économique est cette borne à 0%. Les banques centrales se sont donc retrouvées à court de munitions, dans l'incapacité de relancer l'activité économique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ressort son vieux manuel de macroéconomie keynésienne. Souvenez-vous, la production est égale à la demande agrégée. Si l'on est dans l'incapacité de relancer la demande de consommation des ménages, C, ou la demande d'investissement d'entreprise, I, en diminuant le taux d'intérêt, il ne reste plus qu'une seule solution, augmenter les dépenses gouvernementales, G. C'est ce qu'on appelle une politique budgétaire expansionniste. Et Barack Obama ne s'y est pas trompé. En février 2009, immédiatement après son arrivée à la Maison-Blanche, il a mis en place un plan de relance de 800 milliards de dollars, faisant grimper le déficit budgétaire à plus de 10% du PIB. Une telle politique de dépenses publiques peut paraître irresponsable. En réalité, c'était la seule chose à faire pour éviter une répétition du scénario catastrophe de la Grande Dépression. En zone euro, nous avons fait moins de relance budgétaire et plus d'austérité qu'aux États-Unis. L'ironie du sort est que nous avons plus de mal à nous sortir de cette crise que les États-Unis, d'où le problème était parti. Depuis cette crise, notre taux d'intérêt nominal est toujours égal à 0%, tandis que notre taux d'inflation est durablement inférieur à la cible de 2% de la Banque centrale européenne. Cela montre bien que l'on souffre d'une insuffisance persistante de la demande. On parle parfois de Japanification, puisqu'au Japon, cela fait près d'un quart de siècle que ce scénario perdure. Il s'agit du phénomène de la stagnation séculaire qui est précisément l'objet de mes recherches. Ainsi s'achève ce cours d'introduction aux sciences économiques. J'espère qu'il vous aura donné matière à réflexion et surtout l'envie d'en savoir plus. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh bien merci pour votre patience dans ces circonstances si particulières qui nous rappellent que l'histoire est en marche. J'espère à très bientôt sur notre cher campus de l'École Polytechnique.